Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Élection américaine, élection présidentielle. Quels enjeux pour les Africains? C'est le thème de cette semaine que nous abordons avec Dr Théo Bito qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Dr Théo, bonjour. Bonjour, Gilles. Docteur Théo, vous êtes conseil international, enseignant, chercheur des universités. Vous exercez notamment à l'université de Lomé, diplômé de l'école de droit de l'université d'Austin au Texas. Donc, les États-Unis, vous connaissez bien pour y avoir résidé pendant plusieurs années. Vous avez également étudié le droit à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes certifié dans le règlement du contentieux arbitraire international à Leiden, aux Pays-Bas. Vous avez fait décidément beaucoup de pays. Vous êtes arbitre commercial et d'investissement et spécialiste dans la structuration et le montage des PPP, partenariats publics-privés. Merci d'être avec nous pour aborder cette question des élections aux États-Unis. C'est tout un plaisir d'être sur vos plateaux. Et ce choix, c'est pour essayer d'extraire, si c'est possible, quelques best practices de ce système électoral américain pour les Africains. C'est ainsi qu'on va aborder le sujet des grands électeurs, le suffrage électoral indirect. Nous allons évoquer aussi les primaires, le processus des primaires. On va même commencer par là, le processus de ces primaires qui est un peu l'expression de la vitalité de l'expression démocratique aux États-Unis. Donc un système qui permet de choisir le meilleur finalement pour compétir au niveau présidentiel, pour accéder à la magistrature suprême. Vous savez, c'est des fois difficile de faire des comparaisons de ce genre parce que tout ce qui est fait dans les systèmes ou dans des organisations données a une origine, en fait, et une justification. Pourquoi les Américains font ce qu'ils ont actuellement? Pourquoi, par exemple, la Chine fait ce qu'elle a aujourd'hui? Pourquoi les pays africains font ce qu'ils ont aujourd'hui? Il y a toujours une origine historique à la chose. Fondamentalement, les États-Unis étaient à la recherche d'un pays équilibré où ces dames et ces messieurs qui fuyaient l'oppression, surtout en Angleterre, dans certains pays, voulaient instaurer un système où la voix était effectivement donnée à la population, à tout le monde pour s'exprimer. Mais au même moment aussi, il fallait faire attention à l'arbitraire de la masse et à la dictature qui pourrait naître par exemple d'un dirigeant qui aurait été placé de manière démocratique, qui abuse de son pouvoir. Donc c'était vraiment un véritable débat à la Convention de Philadelphie. Un débat qui s'est instauré parmi les pères fondateurs, les gens qui se sont battus pour la liberté des États-Unis et pour l'affranchissement des États-Unis de l'Angleterre. Il fallait vraiment trouver la vraie balance. Comment on fait de sorte que la population participe sans qu'elle fasse le choix de certains mauvais leaders populistes qui viennent mettre en danger le système, et comment on fait de sorte que le leader élu ne se retrouve pas à être un dictateur. C'était une préoccupation permanente. Chacun, évidemment, avait sa position. Mais l'élément fondamental qui a orienté le choix de ces pionniers, de ces bâtisseurs des États-Unis, c'était le bien-être de la population. Le bien-être de la population, l'indépendance des États-Unis, le renforcement de la confédération et de la fédération. Donc, il y avait ce souci permanent. Donc, c'est ce qui a guidé les gens. Alors, les États-Unis l'ont fait pour donner le pouvoir à la population, permettre aux gens, le système, comment il fonctionne. Alors, le système des primaires, c'est quoi? Oui, mais avant d'expliquer le système des primaires, je voudrais rebondir sur l'historique intéressante que vous êtes en train de décliner. Alors, ce souci existe pratiquement dans tous les pays du monde, notamment dans les pays du tiers-monde, en Afrique. Mais comment se fait-il que ces pays, eux, ne se sont pas organisés pour trouver le meilleur moyen de donner le pouvoir au peuple, comme vous le dites? Oui, je parlais des paramètres historiques. Vous savez comment les pays du tiers-monde sont arrivés aujourd'hui où ils sont. L'Afrique était ce qu'elle était, un continent de liberté et les gens étaient dans la joie et tout ça là.
nous avions en Afrique toutes nos richesses que nous avons. Mais les Européens sont arrivés avec la convoitise du bien. On s'est retrouvés à partager l'Afrique sur un gâteau et chacun avait une portion qu'il organisait à sa manière. Donc, tout ce que vous avez comme structure par le passé était des structures mises en place par le propriétaire. Je parle du colon qui est venu coloniser, comme on dit, ou bien, bon, dites tout ce que vous voulez. Ce sont ces structures. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les structures que nous avons, ce n'est que le prolongement, et je dirais mal fait, des structures de ces colons. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voyez, par exemple, quand je parle de moi, mon domaine, qui est le droit, vous ne soyez pas surpris de voir que certaines personnes vont juste prendre, aujourd'hui où nous sommes, au 21e siècle, les gens vont prendre des tests français qu'ils amènent au Togo, par exemple. Ils enlèvent le nom, France, tout ça là-dedans. Ils enlèvent certains éléments dedans. Et ils mettent Togo, par exemple. Et ils changent. Et ils font passer ça. Mais le danger, c'est que... Qui fait le fait, vous les juristes. Malheureusement, ce n'est pas fait par les juristes tout le temps. Ou bien c'est fait par des juristes qui ne sont pas togolais, par exemple. Voyez-vous? Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous savez comment les lois se rédigent, c'est comme une maison que tu bâtis, tu prends toutes les balances nécessaires pour équilibrer la loi. Des fois, tu fais des références à d'autres lois qui existaient. Donc, c'est toute une architecture. C'est toute une ingéniosité. Oh, oui. C'est une science. Donc, quand moi, par exemple, je veux faire une loi, quand je fais une loi, je regarde tous les équilibres qu'il faut. Comment est-ce que la loi joue pour le présent, le passé, le futur? Nous parlons de la rétroactivité, tout ça là. Vous savez, il y a un débat. Donc, c'est beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, donc, chaque loi, c'est comme une nouvelle naissance. La loi, elle prend vie. Mais quand vous allez prendre la loi, par exemple, d'un autre pays, que vous amenez chez vous, vous enlevez juste les choses. Donc, ça fait que les juges se retrouvent en face des lois qu'ils ne peuvent pas appliquer. On parle beaucoup de la mauvaise incompétence des juges. C'est un problème, mais le problème a beaucoup de ramifications. Si le juge se retrouve devant une loi qu'il ne peut pas appliquer, l'avocat se retrouve devant une loi qu'il ne peut pas appliquer, parce que cette loi ne répond pas à cela. Nous avons actuellement une loi, par exemple, quand je prends le cas des PPP au Togo, la loi... Le partenariat public-privé. Oui, la loi, le régime de PPP aujourd'hui, il est inapplicable. Tout simplement parce que, pour être honnête avec toi, on a pris une loi française qu'on a adaptée ici. Alors que ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait. Même quand vous voulez copier une loi, il faut la prendre et donner à des spécialistes qui l'adaptent à votre milieu. Voyez-vous? Donc, ça, c'est un exemple concret. Est-ce que les spécialistes, pour rester dans votre parenthèse, connaissent assez bien leur milieu pour avoir étudié? Je l'ai dit tantôt, vous avez étudié à Texas, aux États-Unis, à Sorbonne en France. Et vous connaissez mieux parfois ces réalités que votre propre pays. C'est ça le problème? Non. Vous savez, nous avons une réalité. Les juristes, par exemple, togolais, moi j'ai été formé à l'université de Lomé. J'ai fait mes premières armes, j'ai fait jusqu'à la maîtrise à l'université de Lomé ici. Donc, je ne suis pas nouveau au système togolais. Là n'est pas le problème. Un bon juriste, quand vous le prenez, il doit avoir une réalité indiscutable. Il faut prendre un juriste qui connaît bien le pays dans lequel il fait les lois pour. Quand vous amenez quelqu'un, par exemple, de l'étranger qui ne connaît pas le pays pour lequel il fait les lois qu'il fait ne vont jamais s'adapter au pays. Parce qu'il prend votre pays comme un modèle et il fait une loi générique. Voyez-vous? Donc, il y a cet aspect culturel, social, tout ça là, qui font partie de la rédaction d'une loi. Voyez-vous? La loi ne la rédige pas qui veut. Parce qu'il y a des éléments qui prennent en compte l'histoire du pays, la vision du gouvernement, beaucoup d'éléments que le juriste local, par exemple, connaît. C'est d'autant plus grave que ce que vous dites, ça concerne même la Constitution. Exactement. Donc c'était justement Edem Kodjo qui disait qu'il regrette de l'avoir fait dans le passé, mais ils ont pour habitude de recopier les constitutions d'autres pays qu'ils repliquent. Ce n'est pas seulement le Togo. C'est pas seulement le Togo. Vous savez, quand vous prenez nos constitutions, on fait des constitutions sur des modèles étrangers. C'est comme par exemple, vous savez cette histoire de
les chaussures adaptées aux pieds et les pieds adaptés aux chaussures. Donc, nous avons des constitutions qu'on essaie. Mais la loi, c'est une vision. Quand tu dis la loi, c'est une vision. Le gouvernement veut projeter une vision. Qu'est-ce que le gouvernement, par exemple, veut pour le futur de son pays? Si vous voulez interdire, par exemple, certaines choses au Togo, mais vous allez faire un code pénal qui, en réalité, prend en compte les infractions présentes et futures envisageables. Mais quand vous allez, par exemple, en Afrique, on fait nos codes, on prend des tests à l'étranger. Il y a des infractions qui ne sont pas dans nos pays. Voyez-vous? Donc, il est important d'impliquer. Vous savez, d'abord, c'est les spécialistes locaux qui connaissent leur pays. Si vous voulez, nous qui avons fait le droit comparé, j'ai fait la France, j'ai fait les États-Unis, 20 ans aux États-Unis, je connais le droit comparé. Donc, vous prenez des gens qui ont fait le droit comparé pour enrichir. Mais vous ne pouvez pas prendre, par exemple, un juriste américain, l'amener au Togo, pour faire une loi. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous, malheureusement, c'est ce que nos constitutions sont. Quand vous prenez nos constitutions, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'on a mis des mécanismes qui ne sont pas en réalité. C'est ce qui fait que les pays africains ont des difficultés. Donc, la question fondamentale, c'est que nous avons une histoire qui n'est pas prise en compte. Notre constitution n'est pas un prolongement de notre histoire. On nous a imposé des choses et aujourd'hui, d'une manière, je ne sais pas dire inconsciente, nous protégeons ces tests qui sont mal faits. Au lieu de mettre notre ingénierie au service de ces tests, les modifier, les adapter. Je ne suis pas contre l'imitation et pas comme l'inspiration. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer d'un bon test français, d'un bon test américain. L'adapter au contexte. L'adapter au contexte. Parce qu'un test, après tout, c'est l'ingénierie d'un peuple. C'est la projection. Qu'est-ce qu'un gouvernement, par exemple, veut pour son peuple? Qu'est-ce que vous voulez faciliter? Qu'est-ce que vous voulez permettre? Qu'est-ce que vous voulez donner? Donc, les tests sont faits pour modeler la population. Donc, un test qui a été fait en France est fait pour modeler la population française. Un test qui est fait au Bénin est fait pour modeler la population. Quand vous prenez un test qui est fait pour modeler la population française ou américaine, vous l'amenez pour l'imposer au Bénin, vous créez une société bizarre. Les gens ne savent pas comment fonctionner. Donc, c'est une science. On ne peut pas, n'importe qui ne peut pas se lever dans son truc là. J'ai vu des choses ahurissantes. Les gens vont sur Internet qui n'ont même pas un background de juriste, qui prennent des tests, qui le modifient, qui font des choses. Mais c'est très dangereux. Ça fait que nous sommes devenus des pays très fragiles. Mais comment se fait-il que la parenthèse devient tellement intéressante qu'on est obligé de passer un peu de temps? Comment se fait-il qu'à l'Assemblée nationale, ce que vous redoutez là n'est pas redressé, étant donné que eux, ils sont issus quand même de la population? Faut-il que les députés soient tous des juristes désormais? Non, non, c'est pas ça. Vous savez, ne deviens pas politicien qui veut. Vous savez, le leadership, c'est autre chose. En tant qu'enseignant, je suis surpris des fois d'apprendre qu'il y a certains étudiants, par exemple, qui arrivent jusqu'à l'université sans avoir lu un seul livre. Aujourd'hui, il n'est plus possible à un politicien de faire la politique quand il ne lit pas certains classiques. Nous avons des livres indispensables. Un leader, c'est d'abord un lecteur. Tu dois lire pour apprendre des choses. Vous savez, des textes comme Machiavelli, Le Prince. Le Prince, Sun Tzu, l'art de la guerre, les nationalités. Il y a tellement de textes que je peux passer toute la journée à te citer, les livres que je vais te citer qui sont indispensables pour ta formation intellectuelle. Deuxième point, il faut savoir ce qu'on appelle l'histoire des idées politiques. Il faut connaître l'histoire du monde. Et de manière indispensable, connaître l'histoire de ton pays. Mais un élu doit être entouré de certains spécialistes, de certains conseillers. Nous avons plein de juristes dans ce pays, nous avons plein de géographes, nous avons plein d'historiens. Plein de sociologues. Même s'il n'a pas les moyens, il doit pouvoir avoir ces jeunes autour de lui pour apprendre d'eux. Parce que ne fait pas la politique qu'il veut. Malheureusement, en Afrique, les intellectuels, je peux dire un moment les intellectuels. Vous savez, le vrai problème en Afrique, c'est que nous avons plus de diplômés que d'intellectuels.
Il y a une grande différence entre les deux. Nous avons les intellectuels, les vrais intellectuels en Afrique qui se sont retirés de la politique. Tu vois? Il y a certains ils ont su s'adapter, ils essaient d'aider le système à se parfaire. Mais les gens qui doivent écrire, apporter l'énergie au système pour évoluer, ils ont fait backup, ils sont retirés. Mais est-ce que si les personnes ressources existent, même dans le domaine du droit, je ne veux pas dire élaboration, de la fabrication du droit, est-ce que les spécialistes sont assez rodés? Est-ce qu'il existe même cette discipline, la légistique? Est-ce qu'il y a des légisticiens au Togo? Il y en a, au Togo, il y en a. Moi, je connais votre université, vous n'avez pas une branche. Non. Il n'y a pas la formation, mais il y a des légistes. Comment est-il possible que dans votre université, vous n'ayez pas... Non. En fait, le vrai problème dans nos pays africains, ce n'est pas le manque de personnes qualifiées, c'est que ces personnes qualifiées ne sont pas intéressantes parce que elles ont le courage de dire non, ce que vous voulez faire, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas. Les gens ont horreur du droit, mais quand ils ont des problèmes, tout à l'heure, ils se tournent vers le droit. Vous savez, j'ai été témoin oculaire et même, comment on dit, j'ai été participant actif des 2 campagnes de Barack Obama aux États-Unis. Et j'ai suivi ce monsieur depuis le commencement. Vous savez, ce qui m'a marqué, il était là avec Hillary. Hillary Clinton. Oui, Hillary qui était du système. Barack qui était un outsider. Alors, pour Hillary, c'était la loyauté qui comptait. Okay? Pour Barack, c'était la qualification des gens avec qui il s'entourait. Et in fine, mais j'ai entendu des gens, moi en tant que professionnel du droit, j'ai entendu des gens autour de Hillary Clinton qui étaient là depuis des années en politique, qui n'ont pas pu comprendre ce que c'est que le système, comme il fonctionne. Le winner take all. Tu as le système des primés, comment on comptabilise. Ils ont induit cette dame en erreur. Des fois, on lui dit non, il ne faut pas te présenter ici, ce n'est pas beaucoup de candidats, ce n'est pas beaucoup de délégués. Ne va pas ici. Bon, on va viser les délégués qui sont là-bas. Mais la stratégie de Barack Obama, c'était nous prenons tous les délégués, partout, même si c'est un délégué, on va les chercher. Chaque fois qu'on disait à la télé, Barack a encore gagné des délégués, ça faisait l'effet de boomerang. Les gens ont commencé à se mobiliser derrière lui. Tu as vu? C'est ce qui a expliqué que Barack Obama, qui était un outsider, est venu battre. Parce qu'elle a fait confiance aux loyalistes et celui-là, il a fait confiance aux compétents. La question fondamentale ici, c'est... Vous savez, quand vous prenez un loyaliste, vous êtes un policier, vous prenez quelqu'un qui dit oui à tout ce que vous dites. Quand vous êtes en train de tomber dans un trou, il va dire oui, chef. Vous allez tomber dans le trou. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est autre chose. Mais le politicien n'a pas intérêt à prendre quelqu'un qui lui dit non tout le temps. Non. Le bon politicien prend toujours... Vous savez, autour de tout président, il doit y avoir 2 positions qui sont opposées. Il faut toujours dire la vérité au président et le président fait son choix. Quand... Voyez-vous? Donc, même en entreprise, il est recommandé d'avoir des gens qui sont capables de vous dire non. Parce que sans vérité, vous allez commettre... C'est ce que la plupart des présidents, malheureusement, africains commettent. Ils s'entourent des gens qui sont loyaux. Il faut être membre de son parti, peut-être de son ethnie, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Ce qu'on appelle communément les bénis-vus. Malheureusement. Mais le président, c'est un individu comme tout le monde. Il faut pas... Il est en train de marquer sa vie. L'opportunité lui a été donnée de changer des choses. Mais toi qui es autour du président, tu as la responsabilité d'attirer l'attention du président. Ce n'est pas toi qui choisis à la place du président. Voir dans tous les angles. Le président ne peut pas. Le président est tellement surchargé, il ne peut pas tout voir. C'est toi, son entourage, qui doit lui dire, monsieur le président, vous savez, tout le monde, par exemple, dit d'y faire ceci. Moi, dans ma position, j'ai dit que ça, il y a un risque tel. Je voudrais quand même très poliment soumettre cette réflexion à votre connaissance. C'est quand même vous qui décidez. Si le président est informé et qu'il prend son choix, non, c'est ce choix-là. Donc, mon point, c'est, en réalité, c'est une parenthèse qui est un peu large, mais en réalité, c'est le manque de courage. La démocratie, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est même difficile, des fois amer, mais fondamentalement,
le leader doit pouvoir s'inscrire dedans. Le leader doit s'inscrire dedans et accepter qu'on lui dise, Monsieur le Président, ceci est une erreur. Dans l'histoire, quand je parlais d'historien, c'est impossible. C'est très, très important parce que les gens qui ont fait l'histoire des idées politiques, vous savez, il y a beaucoup de faits qui sont passés dans ce monde, en Afrique, par exemple, même au Togo, que je peux relier à des faits historiques dans le monde. Oui, les gens, il y a des exemples dans le monde. Un président aujourd'hui ne crée pas le monde. Il est en train de vivre une réalité, mais s'il a de très bons conseillers, ils peuvent lui dire, en 1845, ça s'est passé comme ça, le même événement s'est passé, ça a été traité comme ça. Aujourd'hui, la situation a évolué, on peut la traiter comme ça. Voyez-vous? Mais quand vous avez autour de vous seulement les gens qui vous aiment, quand vous arrivez le matin, tout le monde acclame. Oui, c'est ce que les gens doivent comprendre. Hein. Je vais finir par ceci. Vous savez, quand vous prenez un loyal qui est incompétent, il sera toujours incompétent et il va vous suivre. Il ne va pas vous éviter les problèmes. Quand vous prenez un compétent qui n'est pas loyal, s'il est autour de vous avec le temps, lorsqu'il va commencer à vous apprécier, vous aurez un loyal et un compétent dans une même seule personne. Voyez-vous? Versus avoir juste quelqu'un qui acclame tout ce que vous faites. Vous tombez, vous voyez tout ce que nous avons comme projet en Afrique, les présidents qui ont fait des erreurs, tout ça là, c'est parce qu'on s'est créé une fausse sécurité en s'entourant des gens, des loyaux. Ce n'est pas ça. Quand tu es président, tu te dégages de cette histoire de parti, tout ça là, tu te retrouves dans le président de toute la nation. Et tu prends les meilleurs de la nation pour bâtir. Revenons à nos moutons, pour ne pas dire à nos primaires. Donc vous étiez en train de nous expliquer le système des primaires. Oui, c'est-à-dire que le système des primaires, ce qui se passe en réalité, c'est un système fait pour permettre à la base de choisir son leader à la représentation nationale. Voyez-vous, on permet aux gens d'aller jusqu'en bas, à la masse, à la base, pour se faire connaître. Et c'est la population, fondamentalement, c'est la population qui veut, qui sait qui elle veut. Donc, vous allez là-bas, vous exposez votre CV. Bon, en réalité, c'est des choses, la population vous connaît, vous avez fait des choses concrètes que vous allez présenter à la population. Et la population estime que, bon, dans notre ville, puisque d'abord ça commence au niveau local, dans notre ville, vous êtes quelqu'un. Ça remonte au niveau de l'État. Ah, mais celui-là, c'est quelqu'un dans notre État. Donc, jusqu'à ce que, en fait, comme vous savez, ça se passe dans les partis. Le système est fait de sorte que les démocrates organisent leurs primaires et les républicains organisent leurs primaires. Donc, chaque personne qui s'est inscrite sur la liste, comme vous savez, aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire comme indépendant, vous vous inscrire comme républicain, vous vous inscrivez comme démocrate. Vous savez, il y a même d'autres partis. Hein. Exactement. Il y a d'autres partis à part ces deux grands partis. Donc, ça dépend. Donc, si vous vous êtes inscrit, ça permet au moment venu, au niveau des primaires, de savoir qui vote, par exemple, qui est qualifié pour voter pour les républicains, par exemple. Bon, c'est pas interdit. Si un démocrate décide d'aller voter au moment des choses là, libre à lui, on ne va pas lui interdire, puisque c'est quand même un habitant de la cité. Je sais même ce que j'ai dit. Je suis démocrate, par exemple. Donc, un démocrate peut aller voter pour un républicain. Pour un républicain, oui, dans les primaires. Dans les primaires, non, il n'y a pas de problème. C'est son choix, c'est-à-dire c'est l'expression de sa volonté. Oui, mais ainsi, est-ce qu'un parti ne va pas fausser les choix d'un autre en votant massivement, par exemple, pour un pied cassé? Oui, attends. C'est d'abord la personne, ce n'est pas la couleur, et ce n'est pas la coloration politique. Voyez-vous, si je décide, par exemple, que les idées d'un démocrate m'attirent, et que, vous savez, au jeu des élections, je peux être démocrate et voter pour un républicain. Exactement. Mais moi, là, dans le contexte des primaires, si on autorise un parti à voter pour un autre, est-ce que... ce n'est pas un parti, c'est des personnes. Ce n'est pas un parti, c'est des individus qui mettent le choix. Par exemple, en tant qu'indépendant, je suis par exemple sur la liste des... Je suis indépendant. Je suis indépendant avec mon penchant, mais je suis indépendant. Quand, par exemple, si je décide de voter, par exemple, pour un candidat, je peux voter républicain ou je peux voter démocrate. Même quand je suis inscrit, je peux estimer que
si vous suivez un peu les informations qui se passent aujourd'hui, il y a des gens qui disent je suis républicain, mais je vote Biden. Ouais. Tu vois? Donc, il y a cette flexibilité-là. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on te punit. Ça peut être ton désir de faire cela. Mais pour les primaires, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que... Ce n'est pas... C'est-à-dire que c'est absolument difficile de dire que ce n'est pas ça. Parce que les primaires même, leur organisation dépend des États. Certains États, ça ne leur pose pas de problème. Mais certains États sont Qui organise les primaires? C'est organisé par des organes de l'État. C'est-à-dire les mêmes organes, des fois, qui organisent les... L'élection présidentielle. Oui, c'est-à-dire que c'est une structure, en fait, étatique qui organise, qui appuie. Donc, ce n'est pas le parti qui organise. Non, le parti organise, mais il y a un système qui permet d'organiser. C'est-à-dire un parti ne se lève pas comme ça et dit, bon, je m'en vais organiser. Il y a des lois qui réglementent tout ça là. Vous savez, les États-Unis, c'est une longue démocratie. Donc, il y a eu des fraudes par le parti qui ont été connues, il y a eu beaucoup de choses. Vous vous rappelez ce qui s'est passé, par exemple, dans, je ne sais pas dans quel lors des primaires avec Biden, où on a voté, ça fait 2-3 jours, on n'a pas encore donné les résultats. Ouais. C'est des choses. Mais la loi, à chaque fois, s'est adaptée. Mais les primaires ne constituent pas une cuisine interne pour un parti politique. C'est une cuisine interne, mais c'est-à-dire que... La France, par exemple, quand la France a adopté ce système de primaires, pour, par exemple, les socialistes, ils s'organisent entre eux, ils organisent les élections. C'est organisé par le parti, la droite également. Mais la structure, c'est-à-dire que la réglementation, les lois qui encadrent ça. Par exemple, l'État dit quand est-ce qu'on organise des primaires à son sein. C'est-à-dire qu'il y a une discussion. Ce n'est pas juste que c'est juste un parti qui le fait, c'est pour le parti, mais l'État participe. C'est fait en collaboration. Pas que l'État a un mot à dire sur là, mais au niveau organisationnel, légal, les États se sont organisés, de sorte qu'on puisse savoir quand un primaire est mal organisé ou pas. Mais comment se fait-il que les modes de scrutin sont différents d'un État à un autre? Parfois, c'est un vote classique. Dans d'autres États, ce sont des meetings où on vote un peu à main levée, ce que vous appelez caucus. C'est le paradoxe des États-Unis. Vous savez, quand vous prenez la population américaine, elle a des origines différentes. Vous savez, le système il est différent en Louisiane. Par exemple, c'est un État français qui a été un territoire français qui a été acheté par les États-Unis, la Louisiane. Vous savez ça? Oui? Quand vous prenez Massachusetts, chacun vient d'un coin dans le monde. La grande majorité, évidemment, viennent de l'Angleterre. Il y a des gens qui viennent de l'Irlande. Il y a certains qui viennent de l'Europe. Chacun est venu coloniser une partie et il a installé son gouvernement local. C'est après qu'il y a eu la fédération. Donc, la fédération n'avait pas pour objectif de réorganiser au plan interne les choses. Elle avait pour objectif de réunir les États, de prendre en contrôle des affaires étrangères, de la défense commune et de certains secteurs. Voyez-vous? Donc, quand vous prenez, c'est où quand ça fait un peu... Ça surprend un peu les gens en Afrique. Quand, par exemple, Trump dit « j'ai interdit ceci dans cet État », les gens rient. Parce que Trump n'a pas le pouvoir d'interdire quelque chose dans un État. Il y a des endroits où il ne peut pas intervenir. Mais parfois, un simple juge oui, c'est-à-dire que à l'outrecuidance dans lui. Il ne peut pas aller dans un État où il y a des manifestations. Il peut envoyer quand il y a des choses qui sortent de cela. Mais il ne peut pas aller faire l'ordre dans un État sans l'accord du gouverneur local. Donc, les États-Unis, c'est une complexité harmonieuse. Mais ce qui tient tout ça ensemble, c'est les lois. Mais justement, comment ils sont arrivés à construire une architecture législative aussi complexe, mais très équilibrée? C'est que les pères fondateurs que tout le monde vénère aux États-Unis étaient des lois qui ont duré dans le temps. Hein, parce que il y a des lois, vous allez être surpris, il y a des lois aux États-Unis que personne ne connaît. Des lois qui interdisent, par exemple, des choses bizarres. Mais tant qu'elles ne sont pas utilisées... Donc, je revenais pour dire que les pères fondateurs avaient en eux la vision d'une grande Amérique. Ce n'est pas... Tu sais... C'est pas des costumes, les dirigeants qui étaient là. Je suis mystifié quand je parle de ces gens-là. Les gens pensent à tort que les pères fondateurs des États-Unis étaient des gens très, très riches. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de se sacrifier, par exemple, pour une cause, les gens qui sont riches, j'avais dit ça sur le plan, les gens qui sont riches se disent « Ah, moi j'ai ce que je veux déjà, pourquoi je vais me mettre dans ceci, dans cela ?» Les pères fondateurs
des États-Unis étaient des gens extrêmement riches. C'était des pays, des fermiers qui se sont dit, bon, nous sommes fatigués de payer des taxes, nous sommes fatigués de la tyrannie, nous allons tout mettre pour créer quelque chose de plus grand. Mais pas seulement des gens riches, des initiés aussi, parce que non, quand on voit le niveau c'est les gens qui ont tiré. On se dit que les esprits normaux ne peuvent pas atteindre un degré d'équilibre. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Vous savez, c'est les gens qui ont eu une certaine situation sociale très aisée pour les leaders. Évidemment, il y a d'autres contributions. Moi, je parle des gens dont on nomme aujourd'hui. Ce n'étaient pas des gens pauvres qui n'arrivaient pas à manger, ils se battaient. Ils auraient pu dire, bon, écoute, moi j'ai déjà mon argent, tout ça là, je ne m'y mêle pas. Tu vois? Et les choses vont rester. Ces gens ont accepté, même ils ont pris des armes, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Certains ont été traqués, tués. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui est aujourd'hui le fruit de ce que nous apprécions tous. Ils ont accepté. Les États-Unis est un équilibre savant. Ça a été fait de sorte que le plus petit ne soit pas frustré quand tu vois le plus riche. Quand tu embêtes le plus pauvre, le plus faible, il y a quelqu'un qui va venir le soutenir. Il y a le système. Oui, mais quand même, les États-Unis constituent, c'est le pays, comment on va dire, de la promotion des inégalités. Non. C'est où les gens... Il y a les inégalités qui ont leur... Si vous voulez parler de l'inégalité entre les Noirs... Oui, le racisme, je reviens. Ça a une histoire aussi. Ça a une histoire. Qui est consacré. Ça a une histoire. Il y a une histoire à cela. Vous savez? Et aujourd'hui, elle est maintenue pour d'autres raisons. Voyez-vous? Mais quand tu prends, je parle du système. Oui, mais ne parle pas quand vous prenez l'école, par exemple, il ne va pas à l'école aux États-Unis qui veut. Il y a plusieurs écoles, plusieurs dimensions. Vous prenez même le système sanitaire. Tout le monde ne va pas voir un médecin qualifié. Vous avez... Tu as raison, mais je ne suis pas en train de parler des comportements. Je suis en train de parler du système juridique. Le système juridique permet aux Américains, tels que blancs, noirs, tout ça là, d'avoir accès. Mais maintenant, de faire participer même la population. C'est un des rares pays, je ne sais pas si ça existe dans notre pays, où le procureur, le magistrat public est élu. Hein. Ça dépend. Il faut faire la distinction entre le niveau fédéral et au niveau des États. Dans certains États, ils sont élus, dans certains États, ils sont nommés. C'est-à-dire que ça fait partie des cours, par exemple, que je fais au niveau de l'école de formation des magistrats. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand je suis là, je suis assis, je vois certains journalistes dire des choses aussi simplifiées aux États-Unis. Sur les États-Unis, c'est ahurissant. Parce que c'est plus complexe que ça. C'est très complexe, c'est de la technicalité. Comme je le précise, les États-Unis, il y a plein de justice. Parce que c'est un pays capitaliste pur, où tu manges ce que tu as acquis. Mais contrairement à ce que les gens ne comprennent, quand les gens disent qu'il n'y a pas de structure sociale aux États-Unis, il y a une ignorance, c'est la chose. Ce qui se passe aux États-Unis, l'État n'organise pas, n'a pas le ministère des Affaires sociales. L'État ne distribue pas la nourriture quand il n'y a pas une catastrophe. Par contre, ce que l'État fait, c'est qu'il y a des ONG qui se chargent de ça. Il y a plusieurs fondations. Hein. Plusieurs fondations. Les gens de l'argent, ils s'ingèrent. Versus les autres pays où c'est l'État qui s'impose comme l'État providentiel ou qui apporte des choses. Les États-Unis sont organisés autrement. Si tu es là aux États-Unis, si tu n'as pas à manger, si tu sais où aller, tu trouveras à manger. Tu trouveras à manger. Bon, comme je dis, c'est trop complexe pour être expliqué simplement aux gens comme ça. Oui. Bon, pour revenir aux avantages des primaires, vous avez dit que ça permet de mobiliser à la base. Ça permet la démocratie à la base. La participation aussi, tout le monde se sent impliqué dans le processus électoral. Et le choix du meilleur. Ouais. Et ça permet le choix du meilleur candidat. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui dit « Ah, on a regardé dans notre boule de cristal, lui là, c'est lui qui va être le meilleur. » Ou le plus gros contributeur. Le plus gros, oui. C'est la population, tu peux donner des milliards, c'est la population qui choisit dans le processus, tu convaincs les gens. Jusqu'à ce que les gens disent, ah, vous êtes ceux qui sont nombreux. Et les gens sont éliminés en fonction
de leur, de leur travail sur le terrain, jusqu'à ce qu'il reste un seul. Et ce casting permet aussi aux futurs candidats à la présidentielle de s'aguerrir des réalités du tout terrain. à fait, et puis déguiser son couteau pour pouvoir compétir valablement. Et puis, l'un des éléments qui échappe également, c'est que ça crée un candidat humble. Tu arrives à la Maison-Blanche, le poids que tu as eu, les informations que tu as eues sur cette population de plus de 3 millions et quelques, et 300 millions et quelques. Tu imagines, tu as parlé à tellement de gens qui t'ont dit leurs problèmes. L'un des boulots les plus difficiles au monde, c'est d'être président des États-Unis. Si vraiment tu veux travailler, parce que tu ne dors pas. N'importe qui peut t'écrire, il y a des courriers qui arrivent tout le temps. Tu imagines, toi. Les présidents ont beaucoup à faire. Je suis d'accord, mais tu as dit que je parle de la charge. Vous savez, c'est quand même plus de 300 millions d'habitants. Oui, mais il est des plus gens. Facile parce que les structures existent, les lois non, sont bien ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Même dans ces pays où les lois sont huilées, il y a des gens qui veulent entraver ces lois. Mais il faut que les gens, d'autres soient vigilants. Donc c'est une vigilance permanente. Ce n'est pas aussi, oui, il y a les lois fonctionnent. Dans aucun pays, les lois par elles-mêmes sont la solution. Il faut des gens qui supportent cette loi. Il faut la force qui appuie ces lois. Ce n'est pas la loi qui appuie la force, hein. C'est la force qui appuie la loi. Si tu es président des États-Unis, par exemple, que tu prends une décision qu'il n'y a personne pour l'exécuter, il y a un problème. Ou bien que la personne l'exécute mal et qu'on ne lui dise rien du tout. Fondamentalement, le secret de la réussite d'un État, c'est l'organisation judiciaire efficace. Oui. Mais est-ce que le système des primaires n'affaiblit pas les candidats des deux principaux partis politiques, dans la mesure où cette compétition au niveau des primaires donne l'occasion à tous les challengers de sortir les casseroles des uns et des autres, si bien que lors de la compétition finale, ça risque de jouer contre le candidat retenu à la fin. On l'a vu, la bataille entre Barack Obama et Hillary Clinton, ils se sont battus de façon acharnée. Ils ont sorti l'un pour l'autre des casseroles, si bien qu'à la fin, ça a failli jouer contre le candidat démocrate. Vous savez, c'est comme dans l'histoire, je retiendrai deux guerriers célèbres, deux rois célèbres. Je prends Hannibal et je prends Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était un des grands dirigeants de ce monde, mais son papa était le chef avant, il était le roi avant. C'est à la mort de son papa qu'il a pris le truc là. Mais avant que son papa ne meure, son papa avait tellement fait qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour dépasser mon papa? C'est là où l'histoire que je vais devient intéressante. Il s'est levé, il a marché dans le désert pendant longtemps pour se fortifier. Il s'est fortifié pour être capable de faire plus que son papa. Quand tu prends Hannibal, quand il voulait aller attaquer Rome, la voie où tout le monde, la population romaine l'attendait, c'était la voie qui était pas difficile. Mais il est passé par les Alpes françaises, qui sont très accidentées, et il est monté par là avec tous ses éléphants. Il a perdu tellement de gens. Mais quand ces guerriers sont montés, ils étaient très aguerris, très puissants, parce qu'ils ont été confrontés à la difficulté. C'est ça au point où je vais en venir. L'effet des primaires sur le candidat, c'est que ça l'assagit, ça le forme à sa profession, parce que tu viens diriger ces gens-là, si tu ne les connais pas. Dans certains pays en Afrique, il y a des gens, le président ne les connaît pas. Comment tu peux diriger un pays que tu ne connais pas? Ça apprend à ce candidat à connaître son pays. Et ça permet au candidat aussi de construire son équipe. Ça permet au candidat d'être préparé. Ouais. J'ai été attaqué, oui, durant les primaires. Comment j'ai réagi? Comment j'ai gagné? Tu as vu? Si je suis aujourd'hui le candidat de mon parti, ça veut dire que j'ai su me défendre. Donc, je suis préparé à toutes les attaques de l'autre côté. Ça peut être une autre stratégie. Donc, lors des primaires, on sort toutes les casseroles. Et donc, quand il y a la bataille finale, il n'y a plus autre chose à ressortir. Et vous savez, le système américain, nous appelons ça le opponent search. C'est-à-dire que quand on parle de tous ces éléments que actuellement nous sommes là de parler, les casseroles, tout ce qui est sur l'adversaire, tu le recherches. Actuellement, je crois que tous les deux camps sont
activement. Si tu dis que, par exemple, qu'au Togo, ici, tu as une information sur Biden, d'ici demain, là, tu as un avion américain qui atterrit ici pour venir analyser tout. Oui, mais justement aussi, est-ce que ce n'est pas le revers de cette médaille Non. où on cherche le purisme? C'est-à-dire que, comment on va dire, l'homme parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la perfection que. C'est pas la À perfection. partir de petites histoires, de petites casseroles. Ce n'est pas la perfection que le système américain cherche. Ouais. C'est Biden qui a dit, lorsqu'il était candidat avec l'autre, qui dit que ne me comparez pas au bon Dieu, comparez-moi aux hommes. C'est pour dire, je ne suis pas parfait. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche. On cherche à s'assurer que ce monsieur qui vient là, si par exemple tu es fumeur, Barack Obama, quand il l'avait interrogé, il a dit que lui, il a fumé la drogue. La plupart des collégiens aux États-Unis ont une fois fumé la drogue. On l'a posé des questions, il dit qu'il a bu. Bon, il faut toi-même exposer certaines choses. Là, on ne te demande pas d'être Dieu, on te demande d'être honnête avec les gens. Les États-Unis ont voté. Mais qu'est-ce qu'on veut chercher quand on remonte dans l'histoire? C'est la moralité. On dit, vous avez fait ceci au coût primaire, vous n'avez pas payé tel impôt il y a 20 ans. L'homme peut bien chercher. Est-ce que... On te confie, Gilles, on te confie la destinée d'un pays. Vous savez, malheureusement, ce que nous faisons de mal nous suit. Hein? Si tu es un brigand de grand chemin et que les gens ne savent pas que demain tu viens faire le brigandage à la Maison Blanche, par exemple, les gens vont être surpris. Si les gens savent, ils sont préparés. Si je sais, par exemple, que tu es un brigand, que je vote pour un brigand, je sais à quoi m'attendre. Donc, il est important pour les fonctions publiques que ceux qui nous dirigent, on sache qui ils sont. On sache combien tu as comme argent avant de venir. Mais si on ne sait pas combien tu as d'argent et tu partis de que tu es multimilliardaire, comment on sait si en temps tu as détourné? Si tu dis que tu avais un seul enfant, après toi, on se rend compte que toute une ville t'appartient. Comment on sait? Donc, les fonctions publiques sont des fonctions de transparence. S'il crée sa société, à part la transparence financière, il fait ce qu'il veut dans sa société. Mais quand tu veux diriger un pays qui est un bien public, je crois que la transparence, que la population sache qui tu es important. Donc, sur ce point de la recherche, les lois américaines même protègent ça. Ne le fais pas hors des lois. Ce qui a failli coûter le truc là à Trump, ne le fais pas hors des lois. Mais, quand tu le fais dans les lois, tu es protégé. Pour finir avec les primaires, pour le président sortant, donc justement, il n'y a plus de primaires organisées. Donald Trump est sorti candidat, mais dans le camp démocrate, c'est Joe Biden qui est finalement le candidat retenu par le Parti socialiste, lui qui a déjà été vice-président. Est-ce que c'est un bon candidat? Est-ce qu'il n'est pas trop vieux? Mais il a pratiquement le même âge que Trump. Non, écoute, tu sais, ce n'est pas ce que la population recherche. Ce n'est pas ce que... Parce qu'il y a les journalistes étrangers qui disent des choses, ce n'est pas ce que la population recherche. La population recherche un leader. Parfois, ce que les médias francophones disent, leur lecture de... Vous savez, vous les journalistes, vous faites... de l'actualité américaine, quand vous allez aux États-Unis, parfois c'est le jour et la nuit, où vous dites, est-ce que... Oui, vous savez, les journalistes, ils font quoi? Ils veulent le sensationnel. Ils prennent un petit truc, ils le tirent, ils le rendent doux pour les gens. Mais, pour quelqu'un qui connaît un peu la fabrique américaine, ça fait sourire. Mais qu'est-ce qui explique ce grand décalage entre ce que les médias, surtout francophones, disent des États-Unis et ce qui se raconte? Parce que j'ai fait l'expérience quand j'ai ouvert un peu les médias la aujourd'hui campagne présidentielle de Barack Obama, mais dans le pays, ce que vous entendez, ça n'a rien à voir parfois avec ce que les médias francophones racontent. Non, les médias aujourd'hui ne sont pas neutres. La France, l'Allemagne, tous ces pays européens, la Chine, tout ça là, l'information est canalisée sur un objectif. Les informations sont traitées avant d'être publiées. De quoi on veut parler? Est-ce que c'est le sensationnel qu'on veut faire? Ou est-ce qu'il y a une ligne éditoriale qui a été donnée? Il y a beaucoup d'éléments. Donc, même aux États-Unis, quand tu prends certaines chaînes, les informations sont traitées différemment. Donc, selon des différentes idéologies. Aucun média n'est neutre.
Fox. Même chez vous ici, sûrement que vous avez votre ligne. Vous avez votre ligne. Donc, Notre ligne. donc C'est la bon. activité. Mais dis-toi, moi, ce que je conseille aux gens, moi, j'aime toujours écouter les informations dans les sources. C'est-à-dire que quelque chose qui concerne l'anglais, je l'écoute en anglais. Un film français et en anglais, je ne le regarde pas en français. Voyez-vous, un film français, je ne le regarde pas en anglais. C'est ça. Oui. Donc, pour revenir à Joe Biden, est-ce qu'il est bon, c'est un bon candidat pour Il a camp ses démocrate? faiblesses. Il a ses faiblesses, mais il est soutenu par un grand parti. Donc, les démocrates l'ont déjà. Oui, d'accord. Nous allons marquer une pause pour une édition de journal. On va retrouver la seconde partie de cette émission dans une dizaine de minutes. À tout de suite. D'accord, merci.